Merci à tous les sept. Donc, comme je vous l'ai promis, l'objet de cette première table ronde, c'est de prendre le temps de poser les bases de la compréhension de, quand on parle d'IoT, de quoi on parle et comment ça peut rendre service effectivement au territoire. C'est ce qu'on a appelé l'IoT au service des territoires. Et voilà, même si c'est pas utile, ça ne nous intéresse pas. Si c'est du gadget, ça ne nous intéresse pas. Par contre, si ça peut effectivement nous faire des économies, améliorer la vie des territoires et de leurs habitants, ça nous intéresse. Et je vais demander donc à Régis de prendre la parole, de prendre voilà, le micro et d'ouvrir cette table ronde et cette réflexion partagée autour des usages de l'IoT, de l'Internet des objets dans nos territoires. Merci Sébastien, merci à toi d'avoir, avec Manche numérique, permis l'organisation de cette manifestation ici à Carcassonne, donc on en est très heureux. J'espère que vous serez heureux d'être venu à Carcassonne. On verra ce soir, vous allez voir, vous allez visiter la cité, etc. Ce sera un moment extraordinaire et unique. Donc, j'espère que cette deuxième édition des objets connectés vous restera dans les mémoires. Donc, bonjour, bien sûr à tous. Alors, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu ma vision politique de tout ce qui est objets connectés, innovation, etc. Alors, certains, vous allez deviner vite de qui je parle, se gossent souvent ou se régalent ou profitent de toutes les occasions pour dire que le département de l'Aude est un des départements les plus pauvres de France. Qu'on était classé, qu'on était connecté, qu'on est privé de services publics, qu'on est privé de médecins, etc., etc. C'est une forme de désespérance et, vous l'avez compris, ce sont souvent les populistes de tout poil qui se nourrissent de ces réflexions et qui se nourrissent de tout ça parce que c'est quelque part leur fond de commerce. Ils préfèrent ce qui ne marche pas à ce qui marche. Alors, j'ai jamais nié les difficultés que pouvait avoir un département rural comme l'Aude. On se coltine les difficultés tous les jours, hein. C'est pas nouveau, et que ce soit comme maire, président de la Cour, président du CERDEN, j'ai jamais été une pleureuse. J'ai essayé tout au long de mes mandats de réfléchir à ce que pourrait être demain, mais quand je dis demain, c'est pas juste le lendemain, c'est lors de dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, pour essayer de prévoir et de regarder comment on peut agir pour affronter le monde qui est le nôtre aujourd'hui, un monde en crise, et un monde où il faut agir. Il ne faut pas juste constater qu'il y a la crise. Et donc, la digitalisation, la connexion, la modernité, ça fait partie des moyens d'action. Alors, quand on se dit ça, il faut se donner la possibilité et le devoir d'agir. Alors, bien sûr, j'ai été élu il n'y a pas très longtemps à la tête du CERDEN. Bien sûr, ça m'a fait plaisir. C'est mon 3e mandat. Ça fait plus de 15 ans que je suis aux commandes du CERDEN. Et aujourd'hui, j'ai la fierté de dire que l'Aude est devenu un des champions de France de la digitalisation et de la connectivité. C'est un département moderne. Et je ne dis pas ça parce que je suis audois. Je dis ça parce que, encore une fois, ça ne se sait pas suffisamment. Quand je parle avec des Parisiens, ils me disent vous avez la chance dans l'Aude parce que vous avez des objets connectés. Alors, je voulais quelqu'un de Paris. Mais quand on est audois, on ne se rend pas compte que, bien, on est quelque part un des départements qui a le plus d'objets connectés aujourd'hui au niveau national. Alors, c'est un travail de longue haleine. On a commencé par la fibre. Aujourd'hui, quasiment, d'ici quelques semaines, on aura 100% des foyers qui seront raccordables à la fibre. C'est aujourd'hui un grand pas. Ça ne se fait pas un claquement de doigts. La première fois que j'ai présenté, j'étais conseiller départemental, le fait qu'il fallait fibrer le département pour être quelque part un département d'avance par rapport aux autres, c'était en 2011. 2014, on a fait le schéma. Ça a pris 3 ans déjà pour convaincre mes collègues au niveau du département. Et puis, on a déployé en 2017. Donc, vous voyez, ça prend énormément de temps. Et je dirais qu'on a déployé avec une injustice profonde. Marseille, Paris, Lyon, Toulouse, la fibre, elle est gratuite. C'est les opérateurs qui le déploient gratuitement. Ici,
on se paye le déploiement quelque part. Et on le paye avec les impôts de nos concitoyens, malgré nos difficultés de département rural, plutôt pas très fortuné, et ça nous a coûté quand même 250 millions d'euros. Qu'aurait-on fait avec 250 millions d'euros si les opérateurs avaient déployé à notre place? On aurait pu faire beaucoup de choses. Mais on a aussi lancé, et c'est toujours dans le cadre de la connectivité, l'électrification de nos mobilités. Dès 2015, on a déployé des bornes de recharge. Alors en 2015, on nous a un peu rionné. Vous faites des bornes, à quoi ça va servir? Personne ne va acheter de véhicules électriques, etc. Aujourd'hui, depuis que le détroit d'Ormuz est bouché, tous les maires arrivent presque à la queue de l'eau pour nous dire je veux une borne. Vite, vite, il me faut une borne chez moi parce que mes concitoyens veulent acheter des véhicules électriques et ils ont besoin d'avoir une borne pour recharger. Bien, ce pan, je dirais, où on a essayé d'être précurseur, où on a essayé de déployer, bien, je suis content qu'on ait ouvert la voie quelque part parce que au niveau régional, on a été le premier département à déployer des bornes de recharge. Assez rapidement, je dirais, 2 ans après, l'ensemble des 13 départements nous ont suivis, les 2 métropoles. On a créé une marque, Reveo, qui aujourd'hui, avec cette carte, vous pouvez recharger votre borne, prendre le métro à Toulouse, etc. On a développé les objets connectés massivement. Et aujourd'hui, on est sans doute un des départements qui aujourd'hui contrôle le mieux, par exemple, le niveau de ses cours d'eau. C'est-à-dire que le jour où il y a un événement, les maires savent où aller pour détecter le niveau des cours d'eau et prendre les décisions justement nécessaires pour protéger sa population. C'est minute par minute que c'est suivi, grâce aux objets connectés qu'on a installés. 15 sites aujourd'hui, ça a été dit par Françoise, qui sont aujourd'hui opérationnels pour aider le SDIS, les pompiers, pour la détection des feux de forêt, etc. Et quelque part, ça permet d'apporter une meilleure réponse et une réponse plus adéquate et plus rapide, donc dès que ces départs de feu sont constatés. On a fait la même chose sur l'éclairage public, pour économiser bien sûr l'électricité et diminuer les factures, mais on a aussi travaillé sur les réseaux d'eau, pour détecter les fuites, qui est une source de gâchis considérable. Chez l'usager, on a déployé des compteurs intelligents qui sont aujourd'hui bien reliés grâce à notre réseau bas débit, qui permet bien d'envoyer toutes les données vers le cœur de réseau. On pose des capteurs aujourd'hui dans les bâtiments publics pour les rendre un peu plus intelligents et mieux gérer et mieux maîtriser la dépense énergétique. On a des objets connectés qui ont été posés pour la bonne utilisation et le partage de la ressource publique au niveau des bornes de recharge, là aussi pour détecter si il n'y a pas un véhicule thermique, par exemple, qui prend la place d'un véhicule électrique pour recharger au niveau de la borne. Au-delà, on accompagne nos communes, bien sûr, avec nos partenaires sur la vidéoprotection pour réutiliser aussi notre réseau de fibres qui permet d'être un réseau qui d'abord nous appartient et qui permet d'avoir un réseau de fibre optique mutualisée. Et ces données, eh bien, elles circulent. Elles transitent, bien sûr, par notre réseau de fibres, pour certaines d'entre elles, mais aussi par notre réseau bas débit LoRa, dont nous sommes là aussi propriétaires. C'est une volonté, je dirais, depuis le départ d'être propriétaire de nos infrastructures. Et cela nous permet de transporter des data vers les centres cœur de réseau qui traitent ces données. Aujourd'hui, on va dépasser les 80 000 objets connectés. On sera bientôt même à 100 000 objets connectés. Mais tout ça,
quelque part, c'est de l'infra, c'est de l'infrastructure. C'est important, c'est un peu ce qui se voit, ça se ressent, mais vous savez, si vous avez la fibre si vous savez, vous pouvez utiliser une borne électrique, etc. Mais derrière la construction de ces réseaux, derrière ces équipements, il y a un combat que je qualifie de stratégique, qui se joue tous les jours, qui se joue aujourd'hui, en souterrain, c'est presque invisible, c'est celui de la propriété de la donnée. À qui ça appartient, qui peut l'utiliser, qui peut la vendre, qui peut s'en servir, qui peut en obtenir de la valeur. C'est pour moi le combat d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Et je vais vous donner juste un exemple. Exemple sur lequel j'ai combattu, et j'ai mis 10 ans à avoir gain de cause. C'était au prix d'Enedis. Tout le monde connaît Enedis. L'Océanen est propriétaire du réseau bas débit. Les concitoyens, c'est mes concitoyens, ils sont au droit. Et Enedis me disait, ah non, mais c'est nos données. C'est pas les vôtres. Mais comment c'est pas les miennes? Je suis propriétaire et j'ai pas le droit d'avoir les données. Non, non, vous n'avez pas le droit. Ça a duré 10 ans. En force, j'ai eu une oreille sensible au niveau d'Enedis. Et aujourd'hui, nous avons les données. C'est un sujet, pour moi, majeur d'aménagement du territoire. Il n'est bien sûr pas question d'avoir les données sensibles des clients, pas du tout. Mais de savoir sur un tel poste de transformation, est-ce qu'il est saturé, est-ce qu'il n'est pas saturé, est-ce qu'il y a des baisses de tension, pas de baisses de tension. Et toutes ces données-là, eh bien, elles sont nécessaires au pilotage de notre réseau, bien sûr, d'électricité sur le département. Donc aujourd'hui, avec la force, je dirais, de toutes ces sociétés qu'on appelle les GAFAM, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec le développement exponentiel des objets connectés, le nombre de données va exploser. Et cette donnée, j'en suis convaincu, c'est notre pétrole. C'est de l'or en barre, c'est notre pétrole de demain. Et donc je refuse catégoriquement que des données des réseaux publics soient captées par des entreprises à leur profit. Je veux qu'elles servent les citoyens, qu'elles améliorent nos services, qu'elles améliorent la vie, tout simplement, de nos territoires. Si j'ose dire, même si l'expression, c'est pas la mienne, elle a connu ses limites, mais il faut que ça ruisselle, quelque part. Donc, il faut que tout le monde profite des données que l'on peut produire au niveau public pour que chacun puisse s'en servir et l'utiliser à son propre profit pour sa qualité de vie. Pour moi, c'est une question de souveraineté. Et je dis le mot parce que c'est important. Je parle souvent dans mes discours de souveraineté énergétique, de souveraineté industrielle, de souveraineté alimentaire. Ce sont des combats que nous menons ici aussi dans l'Aude. C'est des combats que je souhaite bien sûr gagner pour demain. Mais il faut que nous nous battions pour la propriété et la souveraineté de nos données publiques. Et cela va de la production jusqu'au stockage, de façon à ce que ces données puissent nous profiter et pas profiter à des personnes qui s'en serviraient de façon mercantile. C'est un des combats que nous devrons mener certainement ensemble, tous, et parce que c'est aussi là que va se jouer l'avenir de nos territoires et l'avenir de notre pays. Merci. Merci Régis d'avoir répondu à la commande qui est d'exposer le point de vue politique et stratégique. Je pense que les choses sont claires pour tout le monde sur les enjeux qu'il y a derrière et cette mise en valeur de la question de la donnée dont on dit depuis quelques années que c'est le pétrole du XXIe siècle, sauf qu'on le laisse couler allègrement. Autre département donc fortement engagé dans cette politique d'objets connectés, c'est le département de la Manche, avec son président Antoine Delaunay, qui ne pouvait pas être avec nous, et donc directeur général des services Rachid Mameri, qui va nous rappeler les grandes étapes du projet de la Manche, ce que les élus en attendent, ce qui est constaté sur le terrain. On l'a entendu avec sur le stand une généralisation, enfin sur une expérimentation globale sur une intercommunalité à Saint-Lô. C'est très intéressant de voir ce qui émerge aujourd'hui. Rachid, c'est à toi. Merci Sébastien. L'IoT, d'abord, je voudrais excuser mon président, Antoine Delaunay. Malheureusement, il est souffrant, donc il ne pouvait pas venir. Il devait être remplacé par le vice-président, mais comme il est prof, il s'est retrouvé dans les salles de classe actuellement pour surveiller les élèves. Mais je suis content quand même de vous annoncer que demain, on aura le vice-président chargé des infrastructures, Xavier
Gravitz qui sera présent. Il prend un train de nuit pour venir ici. Donc, Président, vous voyez l'intérêt que la BOC suscite à Manche Numérique. L'aventure de l'IoT pour Manche Numérique, elle a débuté, vous allez être surpris, en 2016. En 2016, on se posait déjà la question sur l'intérêt du réseau LoRa. Qu'est-ce qu'on a fait à Manche Numérique? On s'est amusé à installer, amusé, le mot est peut-être pas bien choisi, mais on a installé une antenne, une gateway dans notre siège social, et on a commencé à faire des petites expérimentations. On a vu que le réseau était fiable, on a monté notre propre LNS tout seul, comme des grands. On avait la capacité à Manche Numérique de le faire, puisqu'on a 2 administrateurs réseau qui sont plus que compétents. Donc on a recruté aussi 2 stagiaires qui se sont amusés, là, je le dis là assez sérieusement, à construire leur propre capteur. C'était à l'époque un capteur de température et un capteur d'hydrométrie. Donc ça fonctionnait bien, mais on était en 2016, la Manche se relançait dans la construction du réseau FTTH et malheureusement on a laissé le projet un peu dépérir. Dans les années 2020-2022, on gérait un réseau hertzien, le réseau MIMO. On avait à l'époque à peu près 1800 administrés qui étaient sur notre réseau. Et donc on était propriétaire d'à peu près 120 mâts. On a remarqué malheureusement dans le genre de DSP, c'était une DSP, elle perdait à peu près 100 000 euros par mois, donc vous comprenez qu'on y a mis fin. Et on se retrouvait avec le patrimoine, comme je vous l'ai dit, d'une 120 poteaux, et avec mon fameux directeur Grégory Mendes, adjoint, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait en faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce patrimoine? On pouvait le démonter, je trouvais ça idiot. Je me suis dit c'est dommage, on a un poteau de 14 mètres, personne s'en plaint. Pourquoi le démonter? Le jour où je voudrais remettre un poteau comme ça, je vais me retrouver avec les Robins des Toits, toutes les associations pour venir râler. Donc on a décidé de les laisser sur place. On a commencé à voir l'émergence des réseaux IoT. On s'est dit, bah tiens, on arrive à la fin de la construction du réseau FTTH, pourquoi pas imaginer quelque chose autour du LoRa? Donc on a ressorti notre vieux projet de 2016, on s'est dit, bah tiens, s'il y a encore des choses qu'on va pouvoir faire, on a été voir nos techniciens, on leur a demandé, est-ce que vous pouvez nous remonter un LNS assez rapidement? Ils nous ont dit, oui, pas de souci, en 2 mois, on a remonté le LNS. Et on s'est posé la question, on avait nos élus, vous comprendrez, qui étaient assez réticents, dès qu'on leur disait hertzien, ils se mettaient à trembler. C'était normal, hein, comme vous le dites, notre réseau MIMO nous coûtait 100 000 euros par mois, on perdait beaucoup d'argent, élus réticents. On s'est dit, on va faire de la pédagogie. Et là, c'est les fonctionnaires qui ont décidé de mettre ça en place. La première chose qu'on a faite, c'est on s'est dit, tiens, si on allait voir ce qui se passait ailleurs chez nos collègues. Donc j'ai pris une dizaine d'agents de l'ensemble du territoire et 10 élus. On a pris l'avion, on est parti dans la Loire, on a fait ça en une journée. 4 heures du matin, Saint-Lô, 5 heures du matin, on était à l'aéroport de Caen, 8 heures du matin, on était à Lyon, on s'est retrouvé dans la Loire où les élus sur place nous ont expliqué les bienfaits du réseau. Ils nous ont aussi expliqué tout ce qu'il ne fallait pas faire. Donc vous imaginez, c'était quand même une expérience assez intéressante. En revenant, je peux vous assurer qu'on avait beaucoup d'élus qui étaient réticents et beaucoup d'agents de la fonction publique qui étaient réticents. En revenant, ils avaient tous des étoiles dans les yeux. On s'est dit, banco, on va lancer. On s'est posé aussi la question, est-ce que Manche Numérique était légitime, hein, de lancer un réseau LoRa? On s'est posé vraiment cette question. Est-ce que parce qu'on voyait qu'on avait des syndicats d'électricité, des syndicats d'eau qui lançaient ce truc-là? On a donc décidé de mettre en place le premier schéma directeur des objets connectés. À l'instar de ce qui s'est passé pour le FTTH, on a tous fait des SDAN. La première question qu'on s'était posée quand on a lancé un SDAN, c'est notre taux de couverture. Est-ce que c'est pertinent de lancer un réseau FTTH? Qui va le porter? Et surtout, combien ça va coûter? On s'est posé exactement les mêmes questions pour le réseau LoRa. Donc, est-ce qu'on allait utiliser la technologie LoRa? On s'est aussi posé cette question-là. Donc, on a lancé notre schéma directeur, on a demandé à un cabinet d'études de nous le mettre en place, et les conclusions ont été claires.
Manche Numérique a toute légitimité pour pouvoir lancer un réseau LoRa. Pourquoi? Parce qu'il peut le mutualiser avec l'ensemble des services et l'ensemble des syndicats de notre territoire. Première chose. Le prix, 4 millions d'euros. On savait combien il fallait. Le nombre de capteurs qu'il nous fallait pour pouvoir être sûr de rentabiliser le réseau. 120 000 capteurs. 120 000 capteurs. Et l'expérimentation qu'on avait commencé à faire, on l'avait fait avec un syndicat d'électricité de la Manche, le SDEM 50. On a été, comment dirais-je, désagréablement surpris. Pourquoi? Parce que il nous fallait 120 000 capteurs, mais le SDEM nous ramenait que 5 000 capteurs. Vous imaginez la dichotomie. On s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport qu'on avait, la chose qui sortait clairement, c'est l'eau. La télé relève de l'eau. Sans la télé relève de l'eau, pas de réseau LoRa. C'est clair, net et sans détour. Vous n'arriverez pas à amortir un réseau LoRa sans la télé relève de l'eau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on est parti draguer les syndicats d'eau et les EPCI qui géraient l'eau. Et il s'avère qu'on a eu un alignement de planètes, hein, c'est que l'intercommunalité qui s'appelle Saint-Lô-Aglo relançait sa DSP. Donc on leur a proposé d'être un peu leur AMO. On va dire, ils étaient membres de Manche Numérique, il était normal qu'on les accompagne. On a commencé à participer à l'ensemble des entretiens. Vous parliez, Président, tout à l'heure de la souveraineté des données. On a découvert des choses assez extraordinaires. Par exemple, le retour de biens en termes de données, c'était 3 mois, simplement 3 mois. Ils récupéraient 3 mois. Et mais ils ne récupéraient pas leurs données brutes, ils récupéraient leurs données cryptées. Et pour avoir accès à leurs données, il fallait qu'ils achètent un logiciel de leur ancien délégataire pour pouvoir utiliser leurs données. Vous imaginez un truc de fou. Quand on a eu ces réunions, j'ai posé une question simple, hein, claire au titulaire de la DSP. Je lui ai dit, où sont vos données? Il m'a répondu en France. Je lui ai dit, non, non, c'est pas ça que je vous ai posé comme question. Je veux savoir sur quel serveur sont vos données. Et ils étaient chez Google. Imaginez, c'était risible. La donnée était sur des serveurs américains. Vous connaissez aussi bien que moi la loi. Autant dire qu'elles étaient aux États-Unis. Donc, en termes de souveraineté numérique, c'était du n'importe quoi. Donc, on a accompagné cette PCI. On a demandé à un avocat de nous rédiger, carrément, rédiger toute une partie qu'on aurait mis dans l'appel à candidature de la DSP. Et dedans, on avait spécifié que le nouveau délégataire devrait obligatoirement utiliser le réseau souverain de Manche Numérique et au prix de 50 centimes. On a fait inscrire ça dans l'appel. Les 50 centimes, pourquoi? Parce que dans notre SROC, il était écrit que si on voulait rentabiliser le réseau, il fallait que le réseau soit à 50 centimes. Donc le titulaire a eu le truc. Nous, entre-temps, on a lancé aussi des demandes de subventions auprès du FEDER et de la région qu'on a obtenues. Notre Saint-Lô-Aglo a obtenu 1 million d'euros de subventions pour équiper les habitations de compteurs connectés. Et Manche Numérique, je crois, là je regarde mon directeur, 400 000, c'est ça, 200, 300 400 000, 400 000 euros pour pouvoir installer l'ensemble de nos passerelles. Donc vous voyez, toutes les planètes étaient là, étaient alignées. On a donc ensuite lancé la construction du réseau, on en a déployé 34 et en moins de 6 mois, tenez-vous bien, en moins de 6 mois, on a déployé 20 000 capteurs, en moins de 6 mois. Et je peux vous assurer qu'actuellement, le réseau LoRa, qui n'est que sur la Saint-Lô-Aglo, fonctionne, est rentable, et les recettes sont là. Donc vous voyez, et on va pouvoir proposer, c'est ce qu'on va faire à partir du mois de septembre, on va proposer à l'ensemble des communes, hein, parce que de l'autre côté, j'ai demandé à mes ingénieurs de préparer toute une interface. On maîtrise vraiment la globalité des choses, hein. Quand je vous dis, on a notre propre LNS, mais on a aussi on a fait une plateforme à destination des élus et des élus et des maires surtout, pour pouvoir avoir accès à la température de leur salle, de leur salle de cours, s'ils ont des écoles, du conseil municipal, de la salle du conseil municipal. Donc,
Vous voyez, tout ça, ça nous a permis de mettre en place un réseau efficient, un réseau mutualisé et un service que nos élus n'avaient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble, du moins au niveau de l'agglo de Saint-Lô, ont accès à une technologie qui n'existait pas il y a quelques années. Ça va leur permettre de faire des économies d'énergie et tout le bien que l'aura peut apporter. L'expérimentation, bien sûr, continue, hein. On est en train d'envisager avec le SDEM, c'est sorti de la tête de mon adjoint, mais du cofinancement. On s'est posé la question, effectivement, si sur certains territoires, on ne peut pas y aller, parce que la volonté de Manche Numérique, c'est effectivement d'avoir un réseau départemental, mais pas un réseau où on perd de l'argent. On l'a déjà subi une fois, vous connaissez l'adage qui dit chat essoudé craint l'eau froide. On n'a pas envie de revivre ce qui s'est passé avec le MIMO. Donc on veut être sûr que ça soit rentable et qu'on ne perde pas d'argent. Donc le SDEM, le syndicat d'électricité, nous a dit bah, on pourrait imaginer une sorte de confinancement, c'est-à-dire qu'on paye à 80% le réseau, et si vous arrivez à faire venir l'eau, vous nous remboursez une partie de l'argent. Donc vous voyez, il y a un échange vertueux. Ça, c'est pas mal. On a aussi, maintenant, avec les élections qui sont passées, on a eu des modifications en termes d'exécutif et on a pu voir certaines EPCI qui commencent à être intéressées. Désolé, Monsieur le Président, mais on sait très bien, j'ai été moi-même élu quand on voit sur un territoire quelque chose qui fonctionne bien, on a envie de l'avoir sur son propre territoire. C'est humain. Et donc, on a pu voir certains présidents ou présidentes de PCI qui ont vu que ça a bien marché sur Saint-Lô-Aglo, qui commencent à venir nous voir en disant bah oui, ça pourrait nous intéresser. On est super contents parce que on a la communauté d'agglomération du Cotentin, la plus grosse communauté d'agglomération de la Manche, qui est intéressée pour le déploiement de ce réseau. Donc, comme vous avez vu, on y va tout doucement, mais sûrement. Ça, c'est la prudence manchoise. Et comme je vous l'ai dit, hein, s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, peut-être deux choses à retenir de ce que je viens de dire, c'est l'eau. Sans l'eau, il n'y a pas de réseau. Et deux, quand vous lancez, vous commencez, vous voyez qu'une DSP est en train de se lancer, participez et demandez et fixez tout de suite le prix. Parce que nous, quand on a finalisé ce projet, comme vous pouvez dire, le délégataire est venu. Et il a commencé à pleurer. C'est trop cher, 50 centimes. Il faudrait que ça soit 30 centimes. Et le fait que ça soit écrit dans le marbre, voilà, les choses étaient faites claires. On leur a promis, hein, quand même, on n'est pas non plus des idiots, on leur a promis que si la rentabilité du réseau venait plus rapidement, on baisserait obligatoirement le prix. Ça, c'est une chose. On n'est pas là, comme je l'ai dit, je le dis souvent, on n'a pas d'actionnaire, hein, président, ça vous le savez aussi. On a simplement des élus qui sont derrière nous. Et la seule chose ils veulent un service de qualité, et sur un service de qualité qui ne perd pas d'argent. Donc voilà la volonté globale de Manche Numérique. Merci Rachid pour ce rappel historique. On l'a entendu, hein, l'eau, c'est la vie. Sans ça, il n'y a pas d'équilibre du projet. Mais effectivement, c'est souvent des réflexions qui ont commencé il y a une dizaine d'années. Alors, on aura le témoignage d'Aix-en-Provence. Eux, ils avaient commencé à réfléchir en 2015. Donc, il y a eu quelques comme ça pionniers qui, il y a une dizaine d'années, commençaient à être là-dessus. Et tu as raison de le rappeler, le déploiement des réseaux très haut débit a un petit peu écrasé temporairement tout ça. Et certains élus s'interrogeaient d'ailleurs, ils disaient mais on a fait le très haut débit, ça a coûté quand même relativement cher. Et maintenant, vous nous dites qu'il faut faire du bas débit. Alors, nos amis d'altitude vont nous éclairer hein, sur l'articulation des réseaux, parce qu'il faut bien comprendre que toutes ces remontées de données, même si ce sont des données unitaires à très faible bande passante, eh ben, pour être exploitées, on a besoin de ces gros réseaux qu'on a déjà mis en place. Alors, voilà, on y viendra dans un second temps. Alors Rachid, tu nous dis, nous on est allé faire nos courses dans la Loire. Eh bien, Jacques Barbesange, lui, il vient dans l'Aude peut-être commencer à regarder ce qui s'est fait, parce que je crois qu'il a une idée derrière la tête, notamment au titre de l'agence dont tu es vice-président, qui est Aveyron Innovation. Oui, merci Sébastien, merci au président
pour cet accueil aujourd'hui et merci à Manche Numérique d'avoir lancé cette initiative de réunir on va dire, passionnés, entre guillemets, d'objets connectés que nous sommes en Aveyron. Donc, on a bien évidemment fait un constat. On fait un constat que nos collectivités, de par le numérique, depuis très longtemps, avaient franchi des paliers, avaient abordé des sujets innovants, s'étaient modernisés. Le régalien, comptable, paie, facturation, état civil, état maintenant acquis, la dématérialisation, le stockage des données, nos collectivités l'ont appréhendé, mais elles se retrouvent aujourd'hui à gérer des défis complexes que l'on découvre, qu'elles découvrent, et notamment la gestion des risques naturels. On le vit aujourd'hui et on traverse une période très complexe aujourd'hui. Elles ont une pression de plus en plus forte sur la gestion de l'eau, de l'énergie en général. Elles ont aussi un besoin et une exigence d'assurer une continuité de service public, ce qui est logique et demandé par le citoyen, et elles rencontrent un problème budgétaire récurrent à gérer, parce qu'aujourd'hui, on sait tous que l'argent public fait défaut et que comment fait-on pour essayer d'en disposer, pour travailler sur l'ensemble et gérer ces défis qui nous cognent. Donc, le numérique est apparu, comme je le disais précédemment au niveau de l'administration, comme un défi et comme un outil intéressant, mais vous l'avez dit, la donnée aujourd'hui est un élément essentiel. Essentiel justement pour rester souverain, pour aussi avoir une donnée fiable, une donnée pérenne, une donnée sur laquelle on peut s'appuyer et proposer ainsi aux collectivités d'anticiper. C'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos collègues élus, la nécessité de pouvoir anticiper les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, et pour cela la donnée est essentielle. On sait tous que les territoires connectés reposent sur trois briques essentielles, donc l'objet qui remonte ces informations, les plateformes de données qui permettent de les stocker et les réseaux de communication que vous avez abordés aujourd'hui et qui sont essentiels bien sûr. Un élément important qu'il faut intégrer aussi, nous paraît-il, c'est l'intelligence artificielle qui va permettre de triturer cette donnée, de vraiment l'exploiter au mieux pour pouvoir, une fois qu'on en dispose, gérer le plus facilement possible, être le plus réactif possible et apporter bien évidemment des solutions fiables et pérennes aux élus. Dans le département, c'est dit, la clé du succès repose sur le comment fait-on pour travailler ensemble. Comment fait-on pour agréger des compétences, agréger des moyens. Donc le département a décidé de créer un GIP où il a réussi à rassembler le syndicat d'énergie, le SIEDA, rassembler le SMICA, l'OPSN qui est historiquement présent sur notre territoire depuis très longtemps. Et l'enjeu majeur est surtout de pouvoir faire bénéficier de ces outils-là et de ces moyens aux plus petits. Les petites communes, notre objectif est que, comme pour la gestion administrative, comme pour le SIG par exemple, le plus petit doit aussi bien être servi que le département, l'agglo de Rodez ou une commune comme moi de 3000 habitants. Donc, fédérer ces acteurs, les faire travailler ensemble, mutualiser leurs moyens, permet d'amener une ingénierie que la petite collectivité n'est pas en capacité d'avoir. Et alors, on sait très bien qu'il y a un investissement important à mener, un investissement important, bien évidemment, mais on sait aussi que, et vous avez pu le dire, que les réseaux d'objets répondent à des besoins opérationnels. On est tous confrontés à optimiser la gestion de l'eau, faire des économies d'énergie, je l'ai dit, avec les contraintes budgétaires, optimiser l'éclairage public, les déchets, renforcer bien évidemment la sécurité, même si en Aveyron on est un peu protégé par rapport à d'autres territoires mais ruraux, mais on est quand même obligé de travailler là-dessus. Et ça permet aussi aux élus de faire un audit de leur patrimoine, un audit de tous leurs outils, pour que, bien évidemment, on mette les objets où il faut, les objets quand il le faut, et pour collecter la donnée qui est essentielle. Tout ça pour optimiser, encore une fois, les dépenses publiques qui sont engagées et faire en sorte que ces collectivités-là dégagent des moyens pour investir autrement. Voilà quelque part, l'idée fondamentale a été de rassembler tout le monde. Le travail en commun nous paraît essentiel, de mobiliser les moyens financiers
qui pourront être apportés en fonction des moyens de chacun et faire en sorte aussi que les collectivités, petites et grandes, puissent travailler. Aujourd'hui, on en est à lancer une expérimentation à l'échelle d'une communauté de communes, de 23 communes sur mon territoire. Nous avons déjà installé une trentaine d'antennes. Même les antennes, à des moments, il a fallu argumenter, il a fallu travailler au corps certains élus pour qu'ils comprennent la nécessité d'eux. Et nous allons petit à petit rassembler tout le monde. La semaine prochaine, nous allons leur faire voir des cas d'usage. Je pense que c'est le meilleur facteur de mobilisation qu'on peut avoir. Leur faire toucher du doigt comment gérer leur éclairage public, comment petit à petit ils vont optimiser la gestion énergétique de leurs bâtiments, comment ils vont faire en sorte que dans leurs écoles, pendant tout l'été, il n'y ait pas des ballons d'eau chaude qui continuent à chauffer de l'eau alors que l'école est fermée, que le stade ou les vestiaires ne chauffent pas de l'eau non plus, on n'est pas réchauffé quand il n'y a pas de match. Je pense qu'en touchant du doigt en pratique l'ensemble des domaines que l'on aborde, ils vont être, et ils sont déjà mobilisés et intéressés. Cette expérimentation fera tache d'huile à l'échelle de l'Aveyron. On est parti pour 430 et quelques antennes et petit à petit, on travaille à chercher des objets connectés innovants, modernes, efficaces. Nous travaillons avec, bien sûr, les solutions informatiques que l'on peut nous proposer de façon à rester quand même maître chez nous et propriétaire de la donnée, mais aussi capable demain de changer d'opérateur si on a besoin de le faire, de travailler sur cette souveraineté qui est si précieuse pour la petite comme la grande des collectivités. Voilà en quelques mots où nous en sommes, vers où nous voulons aller, et le rassemblement de l'ensemble des énergies nous semble essentiel. Merci, merci et bravo. Merci Jacques. Peut-être une question à Jacques, Régis et Rachid. Justement, dans les différents cas d'usage et les choix que vous avez faits, quelle est la part liée aux sollicitations directes des autres élus? Est-ce qu'il y a finalement des cas d'usage que vous avez développés dans le cadre des expérimentations ou carrément dans le dispositif Endure, à la demande de quelques élus, des choses que vous n'auriez pas complètement anticipées qui vous ont surpris? Non, vous aviez tout prévu. Ma question, c'est par rapport à l'adhésion, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez des élus qui peuvent suivre, manifester de l'intérêt, mais il y en a d'autres qui peuvent être force de proposition. Alors, soit ils se proposent comme territoire d'expérimentation, c'est le cas à Marqueville, c'est le cas à Saint-Lô, mais est-ce qu'il y en a certains qui vous ont fait émerger voilà, des besoins un peu plus spécifiques? On parle beaucoup dans les territoires de vidéoprotection, on sait qu'aujourd'hui l'IoT ne répond pas forcément là-dessus, hein, clairement, parce que les bandes passantes et les débits sont bien supérieurs. Mais aujourd'hui, si vous deviez dire qu'est-ce qui est en haut de la pile des expressions de besoin des élus que vous avez animés sur ce sujet IoT, c'est quoi? C'est juste que nous, le problème, il n'est pas tant d'attendre les propositions des élus. Il s'agit de les convaincre, d'abord. Parce que, pour une grande partie, ils ne mesurent pas ce que peut apporter un objet connecté. D'accord, on est encore à cette phase-là. Donc, aujourd'hui, la difficulté, elle a été là. Sur les 4-5 dernières années, quand on parle par exemple des compteurs d'eau, etc., on a d'abord convaincu l'opérateur, le délégataire, Ouais. et après, je dirais, Il fallait rendre les choses possibles avant d'en parler, oui, effectivement. Voilà. Et donc, par contre, aujourd'hui, avec, je dirais, la nouvelle vague d'élus qui sont arrivés, bon, ils ne sont pas nombreux, mais enfin, il y a eu des changements, etc. Ouais. On sent qu'il y a une appétence très particulière sur je dirais, tout ce qui est innovation au sens large. D'accord. Donc, je pense qu'on va avoir un catalogue assez rempli. Un peu plus de facilité oui, à embarquer. Jacques, tu confirmes cette impression par rapport aux nouveaux élus? Oui, ils sont tous d'accord sur les sujets qu'on va aborder, qu'on aborde, mais aujourd'hui, je n'ai pas eu de proposition novatrice. Je pense que ça va venir, justement, on va réussir à les convaincre de par les économies qu'ils vont pouvoir générer, de par la modernisation aussi de la gestion publique qu'ils vont pouvoir afficher, hein, parce que quelque part, c'est montrer un modernisme que
de s'approprier des nouveaux outils, mais on est plus à leur proposer ou à leur expliquer ce que ça peut faire. D'accord. Je pense que à la réflexion, naîtront des idées, je l'espère, hein, qui pourront être rajoutées à ce qu'on propose aujourd'hui, quoi. On est encore dans une politique de l'offre et on entend bien que voilà, Baraqueville, dont tu es maire, est ce territoire qui génère l'expérimentation et qui est finalement l'épicentre, hein, de ce déploiement. Saint-Lô, c'est un élu important au sein de Manche Numérique qui porte le projet ou... Avant même cela, on a lancé le projet parce qu'on a eu une demande du syndicat d'électricité. Les syndicats d'électricité venaient voir les élus du syndicat, c'est les élus qui sont venus nous voir pour nous dire on aimerait bien, vient d'avoir une subvention, on vient d'installer des horloges connectées LoRa, on a eu des subventions mais on n'a pas de réseau LoRa. Donc ils sont venus nous voir pour nous dire est-ce que ça vous intéresse? On s'était dit bah pourquoi pas? Donc on a lancé un groupe de travail qui a duré 2 ans, hein, quand même. Ah oui. Avant de prendre une décision, on mesure les choses, quand on attend, on veut voir comment ça va se passer. Et donc on a interrogé d'autres EPCI, d'autres territoires pour leur demander est-ce que ça vous intéresserait de participer à cette expérimentation? Et on en a eu 4 hein, qui sont venus. On a Granville-Terre-et-Mer, où on a fait la Granville-Terre-et-Mer, ouais. On a eu la CAC, on a eu Saint-Lô-Aglo, et donc vous voyez, on la a CAC, commencé. C'est quoi? La CAC, oui, excusez-moi, ça c'est mon jargon, c'est la comité d'agglomération du Cotentin. Je ne vous dis pas où est le Cotentin, tout le monde le sait, on entend ça dans la météo tous les jours. Donc cette envie, c'était une envie d'élu d'abord. D'accord. Et on s'était dit, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est parti dans la Loire, on voulait que la mayonnaise prenne. Donc ça s'est plutôt bien passé. Et ensuite, effectivement, c'est le président de Saint-Lô-Aglo qui est venu voir mon président en lui disant je suis en train de renouveler ma DSP et je sens que je suis en train de me faire avoir. Donc est-ce que tu peux nous aider et tes équipes peuvent venir nous aider pour pouvoir renégocier une nouvelle DSP et qu'on puisse récupérer nos propres données. Donc voilà, nous on est là, comme on dit, comme AMO au départ. On regarde ce qui se passe, on est là pour aider nos membres, parce qu'effectivement, Saint-Lô-Aglo, c'est un membre de Manche Numérique. Donc tu vois, les élus sont vraiment au départ intéressés. Et effectivement, là, je rejoins ce que tout le monde a dit, les nouveaux élus, on a par exemple là, actuellement une nouvelle, on a renouvelé le bureau syndical, on a la présidente d'une interco qui est membre de notre bureau syndical, on a commencé à présenter le réseau IoT et les étoiles sont apparues dans ses yeux, quoi. On sait maintenant qu'on va faire quelque chose avec cette interco. Donc tout à l'heure, ce que je disais en forme de boutade, que quand un élu voit sur un autre territoire qu'il y a quelque chose qui se passe bien, ben, il a envie que ça se passe aussi sur son territoire. Et donc cette pédagogie de renouvellement là, qu'il y a eu aux dernières élections, c'est quelque chose de profitable. Et je peux vous assurer que nos élus actuellement sont en meilleure écoute que ce qu'elles pouvaient être avant. Super, bon, ça va plutôt dans le bon sens. Il y a une maturité, une maturation qui se fait. On va prolonger les échanges avec Luc Deriano pour la VICA. La VICA qui regroupe l'ensemble des collectivités qui font leur transition numérique, extrêmement présente sur tous les sujets, naturellement du très haut débit, naturellement de financement des réseaux, tous les sujets d'infrastructure, mais pas que, avec une préoccupation assez forte, mais tu vas y revenir, sur la cybersécurité de ces objets connectés. Je sais qu'il y a un vrai combat pour faire comprendre que les réseaux numériques sont des infrastructures critiques et sensibles et que la souveraineté, c'est aussi d'abord de la sécurité. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'eau de nous accueillir. Merci au président du CIADEN d'avoir invité la VICA à participer à cette table ronde. Je dois évidemment excuser notre président, le président de la VICA, le sénateur de l'Ain, Patrick Chess, qui ne pouvait pas être parmi nous, d'où la joie que j'ai d'être avec vous ce matin. Alors, peut-être quelques mots pour présenter un peu la VICA pour celles et ceux qui ne nous situeraient pas encore tout à fait. La VICA, c'est plus l'association des villes câblées et des communications audiovisuelles depuis le siècle dernier, hein, Sébastien. Aujourd'hui, on s'occupe plutôt du plan France Très Haut Débit, de l'inclusion numérique, des New Deal mobile
aussi du numérique pour l'éducation, des objets connectés évidemment, des data centers, de l'IA maintenant, etc. On compte environ 220 collectivités adhérentes. Alors, ça peut paraître très peu, 220 collectivités, mais comme ce sont essentiellement des structures de mutualisation, et ben, en fait, c'est pas une prétentieux, on couvre réellement l'ensemble du territoire national, y compris les territoires ultramarins. Donc, on a une assez bonne représentation comme ça du sujet du numérique. D'ailleurs, notre slogan depuis quelque temps, c'est tout le numérique pour tous les territoires. Et nous, comme vous le disiez tout à l'heure dans l'Aveyron, on trouve que c'est très très important d'aller mettre ces innovations au service des plus petites communes, des plus petits territoires, etc. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur l'Internet des objets? Alors, déjà, il faut que je manie mon téléphone, ce qui est bien. Alors, il ne veut pas. Mince. Et c'est le numéro 1 des objets connectés. Ouais, c'est ça. Notre dépendance est totale. Très drôle. Bon, c'est vrai. Tout va bien. Alors évidemment, on est convaincu que ce sujet de l'Internet des objets doit être au service de tous les territoires, de l'ensemble des territoires. On est tellement convaincu que dès 2019, on avait imaginé un plan France Territoire durable et connecté qu'on avait présenté au secrétariat au numérique de l'époque, qui était Cédric O. Malheureusement, il ne vous a pas échappé qu'il y a eu quelques changements depuis. On n'a pas vraiment réussi à convaincre. On y a un peu cru. On a eu un fol espoir au moment du rapport de Valérie Nouvel avec la DGE sur ce sujet-là. Et puis pareil, patatras, on n'a pas vraiment été suivi. Ce qu'on voulait, en fait, c'était non pas la décalque d'un plan France Très Haut Débit, parce que ça n'aurait pas eu de sens, mais au moins un guichet unique de financement qui ne serait pas simplement des appels à projets incessants, au cas par cas, au coup par coup, et qui arrose là où il pleut déjà, comme dit le président Chaise. Un cahier des charges partagé autour d'une famille d'usage, on les a déjà évoquées, toutes ces familles d'usage, qui sont à la fois finalement bons pour les finances publiques, pour les finances de nos collectivités, parce que ça permet des retours sur investissement assez rapides et des économies à terme, et puis qui soient aussi bons pour la planète, donc sur tous ces éléments pour faire des économies d'énergie, d'économies d'eau, gérer les parcs et jardins, etc. Donc, on a pas su convaincre, ou en tout cas on n'avait pas les bonnes oreilles ou les bonnes personnes. Pourtant, je vous dis, on a rencontré à chaque fois les secrétaires d'État ou les ministres au numérique, et on s'est heurté au fait qu'on ne voulait pas en fait faire ce grand plan. Bon, ok, c'est plus à la mode les plans, bon, on va essayer de prévoir autrement. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il y a environ un mois, au colloque TRIP de printemps de la VICA à Paris, avec notre partenaire Infranum qui regroupe les entreprises de cet écosystème. On a présenté notre observatoire de la transformation numérique des territoires et on a mis une petite carte qui est peut-être passée un peu inaperçue, qui est une carte où on a localisé l'ensemble des réseaux LoRa qui se trouvent en France. Et aux surprises, ou pas aux surprises pour ceux qui suivent le sujet de manière un peu pointue, on s'est aperçu qu'en fait, aujourd'hui, la moitié des départements étaient grisés, donc on pouvait trouver des réseaux LoRa mutualisés dans à peu près la moitié des départements en France. Mais attention à ne pas faire une fausse interprétation. On a grisé des départements où il y a des réseaux LoRa mutualisés départementaux, mais aussi on a grisé des départements où ce sont des réseaux métropolitains qui ne sont pas départementaux, mais qui sont des réseaux LoRa mutualisés, mais pas forcément à l'échelle d'un département. Et j'étais la semaine dernière au REX, à Paris, à l'invitation de la Banque des Territoires et de la FNCCR, pareil sur nos sujets. Et j'ai échangé un peu avec l'ensemble des personnes sur les stands. Ils me disaient que bon, les grands projets aujourd'hui marquaient un peu le pas, style l'Essonne ou Ardèche numérique. Alors, ça nous mettait un peu en inquiétude. Et puis, on a échangé au sein de la VICA sur ce sujet. Et on s'est dit qu'en fait, c'était pas vraiment grave parce qu'on a encore aujourd'hui 32 RIP 1G
qui vont devoir évoluer rapidement et être renégociés. Il y aura des avenants, des nouveaux contrats, des nouvelles DSP, on l'espère. Il y a 27 de ces RIP 1G qu'on pourrait potentiellement faire évoluer vers des RIP 3G, donc des RIP avec des réseaux pour l'Internet des objets d'ici 2030. Donc on se dit que finalement, il y a de la perspective encore sur le développement économique. Et puis en échangeant avec aussi certains autres industriels sur les capteurs, par exemple, on s'aperçoit que eux, le business, ça va plutôt bien. Parce que il y a un décalage de phase entre j'installe le réseau et puis après je mets les usages et services et donc les capteurs ça marche plutôt bien. Cependant, il y a environ 5 ans, hein, on voit bien que sur ces sujets-là, il faut du temps pour mettre en œuvre les initiatives et pour convaincre. Nos élus au conseil d'administration de l'AVICA nous ont dit bon, nous on veut bien mettre des objets communicants partout sur notre territoire, partout dans nos villes, mais on a quand même un souci, on ne voudrait pas que tous ces capteurs qui sont disposés sur l'espace public et qui sont plutôt accessibles créent de nouvelles voies d'intrusion non désirées dans nos systèmes d'information qui sont déjà mis à rude épreuve par ailleurs. On a dit OK, donc on va travailler sur ce sujet, sur le sujet cyber IoT, sur le sujet de la sécurité des objets connectés. Et au démarrage, on a réuni 4-5 adhérents de l'AVICA et puis 2 industriels à l'époque dans un groupe de travail interne pour essayer d'explorer ce sujet. Ça, c'était en 2023. Et puis, on voulait aboutir à une fiche technique, une fiche pratique qui recenserait un peu les bonnes pratiques, les écueils à éviter sur le sujet de la cybersécurité des objets. Mais à l'AVICA, on a une tradition, c'est que ce qu'on aime, c'est pas travailler que tout seul entre nous. Donc, l'idée de ma mission, c'était aussi d'essayer d'aller chercher des partenaires différents de ceux avec lesquels on avait l'habitude de travailler sur ce sujet pour nous accompagner. Alors, je me suis tourné naturellement, quand on pense cybersécurité, sécurité des systèmes d'information, vers l'ANSSI, l'Agence nationale sur le sujet. En gros, ils m'ont dit, je vais rester un peu gentil, non mais la tendance suivra, bougez pas, on a une recommandation, elle est là, c'est disponible, c'est bon, tout est sous contrôle. J'ai dit, bon, ok. Je me suis dit, je vais quand même aller chercher d'autres partenaires. Je me suis adressé au CLUSIF. Là, le CLUSIF, c'est le club des DSI et informatique. Alors, c'est beaucoup connu dans le milieu privé, mais il y a aussi un groupe de DSI assez actif sur le sujet de la cybersécurité de collectivités publiques. Et pareil, j'ai mis presque 1 an, y compris jusqu'à une audition à leur conseil d'administration pour essayer de les embarquer. Et puis, à la fin, ils m'ont dit, non, c'est pas un sujet qu'on a envie de traiter. Alors, on s'est dit, c'est pas possible. Donc, on s'est retourné à nouveau, on était toujours avec nos partenaires d'Infranum, et il se trouve qu'on siège ensemble au comité stratégique de filière infrastructure numérique dans un groupe de travail qui aborde les sujets des territoires connectés et durables. Et donc, au sein de ce groupe de travail, on a réussi à convaincre cette fois-ci la filière qui est représentée dans ce CSF à prendre ce sujet de la cybersécurité des objets connectés. Et on a changé un peu la méthode de travail, c'est-à-dire qu'on a été, au démarrage, c'était plutôt entre le capteur et l'antenne, ce qu'on visait comme sujet. Là, on l'a pas mal élargi, le sujet, donc on a essayé d'investiguer sur les capteurs, la transmission, les plateformes de données, le système global, évidemment, d'information, mais aussi les maillons faibles, j'ai envie de dire, un petit peu systématiques dans le domaine de la cybersécurité, qui sont l'humain et l'organisation. Et puis, on a interrogé à la fois des collectivités grandes, des collectivités petites, des AMO, des éditeurs, des équipementiers, des intégrateurs, des opérateurs. Je vais les citer parce qu'ils ont fait un travail pendant une année où on les a mobilisés. Alors, c'était en visio, par téléphone, en visio essentiellement, pas par téléphone, mais quand même, il faut être disponible. Donc, je voudrais là remercier Montpellier, le Ciel 42, donc à nouveau, à voir, l'Océane, avec 3 E, l'Ocipérec, Rennes, le SMO Berry Numérique, Artelia, Onyx, Orange, Sogetrel, Sinox, Eridanis, Lacroix, Tectelic et Ubicité. Voilà, j'ai bien pris les notes pour n'oublier personne. Donc merci à eux d'avoir contribué à nos travaux pour cette fiche qui, aujourd'hui, voilà, les travaux sont achevés
est disponible pour vous spécialement. Alors, on voulait les imprimer sur papier, puis on s'est dit que c'était pas très développement durable et un peu lourd à porter avec les conditions climatiques actuelles dans les TGV ou dans les avions. Donc, on a fait des petits flyers avec un QR code. On a mis ces petits flyers à la fois à l'entrée de la BOC et puis sur les stands des partenaires dont je viens de vous parler, donc Ridanis, et aussi sur le stand de la Manche, parce que Manche Numérique a participé à ces travaux au travers du réseau Déclic, dont nous sommes également partenaires. Et donc, je vous invite à aller regarder. Alors, il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que effectivement, il y a une méthode quand même qui existe sur la cyber des objets connectés. Au départ, on craignait que ça n'existe pas. Il y a des normes, des standards qui existent. Il y a des pratiques qui sont transposables, heureusement, et il y a un avantage, ça tombe bien, aux structures de mutualisation sur ces sujets, mais il y a aussi des nouvelles un peu moins bonnes, qu'il y a une diversité d'acteurs qui entraînent parfois, si on n'est pas très attentif, une dilution des responsabilités, qu'il y a des réglementations qui sont peu stabilisées pour les territoires durables et connectés, et puis il y a des normes, des standards qui avancent chaque année. Il y a des surcoûts avérés. Alors on a pris le risque que notre fiche pratique là, soit un peu plus très actualisée dans quelques temps, mais on a mis les montants qu'on a trouvés de surcoûts. Et puis, il reste évidemment des vulnérabilités organisationnelles et humaines persistantes. Mais justement, ça veut dire qu'ensemble, on est plus fort et qu'on prendra mieux en compte ce sujet de la cybersécurité. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Luc. Merci pour ce point. Tu citais ton passage à Rex et ton micro tendu à ceux qui étaient là. On a demandé à Julie justement de nous faire un Rex de Rex. Donc Rex, c'est rendez-vous co-organisé par la Banque des Territoires et la FNCCR, de manière assez régulière pour faire le point sur l'avancée des 13 territoires d'expérimentation dont fait partie l'Aude avec le CIADEN. Est-ce que tu souhaites passer tes slides toi-même ? Ou veux-tu que je les passe au fur et à mesure que tu parles? Ça marche. Alors, bonjour à tous, merci de nous accueillir, merci Monsieur le Président, merci Manche Numérique de nous donner l'opportunité d'échanger sur ces sujets qui nous fédèrent tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur la Banque des Territoires. Vous la connaissez comme l'un des 5 métiers de la Caisse des dépôts et consignations, à travers 3 missions principales, le prêt, l'ingénierie, l'investissement. Elle accompagne les collectivités sur l'ensemble des projets autour de la transition numérique, du logement, de la transition écologique, mais c'est aussi un 4e axe d'intervention qui est l'expérimentation et l'innovation, pour laquelle la CDC intervient en tant qu'opérateur de l'État. Et c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Depuis 2022, nous pilotons les appels à projets Territoires intelligents et durables, dit TID, et l'appel à projet démonstrateur d'IA frugal au service de la transition écologique, dit DIAT, c'est important de le préciser. Ces appels à projets sont donc financés par France 2030. Un petit mot rapide sur DIAT. Alors DIAT, c'est l'IA au service de la donnée. On a des réseaux d'infrastructures déjà déployés auxquels on va ajouter une couche d'IA. Alors notre mission, dans le cadre de ces appels à projets, c'est donc d'abord de définir les contours de ces appels à projets, sélectionner les lauréats, les accompagner, et nous avons aussi une mission d'animation, le but étant de pérenniser ces projets dans le temps. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi et qu'est-ce que l'appel à projet TID ? Alors, permettez-moi de revenir, de faire un petit bond dans le temps. Dans les années 2010, vous avez déjà tous entendu parler de la Smart City, donc de beaux projets innovants, ambitieux, mais aussi coûteux et très complexes à mettre en place et donc difficilement réplicables. Et on a fait un constat, c'est que si chaque territoire réinvente la roue seul dans son coin, on ne passera jamais à l'échelle. Alors l'objectif avec TID, c'est qu'on a voulu penser et agir différemment. On a voulu identifier des bonnes pratiques, identifier des cas d'usage réplicables, on a voulu structurer une filière et créer des modèles économiques durables. Derrière tout cela, on a voulu
en premier lieu quand même, que cette approche soit accessible à l'ensemble des territoires, et y compris les plus petites collectivités. On a une conviction, c'est que le numérique peut vous aider à mieux gérer les enjeux du quotidien. Notre conviction, c'est que finalement, la donnée, c'est un outil de la décision des politiques publiques locales. Alors, parlons des objectifs. L'objectif de TID, c'est d'expérimenter, mais c'est aussi et surtout l'enjeu de passer à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, il y a une notion qui est essentielle, c'est la mutualisation. Aujourd'hui, l'ensemble de nos projets s'appuie sur des structures mutualisatrices, des syndicats départementaux, des régions, des agglomérations, des EPCI. Mais un autre enjeu majeur de TID, c'est répliquer. Nous construisons aujourd'hui ce que nous voulons déployer chez vous demain. Et la réplicabilité, c'est se poser 4 questions. Très simples. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que l'on peut mutualiser? Et quelles sont les solutions les plus accessibles et les facilement accessibles à l'ensemble du territoire? Et pour répliquer, eh bien, c'est assez simple, ou pas. Il faut échanger, il faut documenter et vous raconter ce qu'il fonctionne déjà. Et c'est dans ce cadre-là que notre mission d'animation s'exprime le mieux. C'est au travers de l'organisation de rencontres nationales et régionales entre lauréats. C'est au travers l'organisation de l'événement REX, j'y reviendrai après. Mais c'est aussi au travers de notre plateforme numérique 360, dans laquelle nous valorisons l'ensemble des retours d'expérience, des projets et bien au-delà de TID. Alors, normalement, j'ai une petite slide avec le QR code de la plateforme numérique 360. Si vous voulez aller consulter les projets que nous accompagnons, elle est disponible à travers ce QR code ou facilement via Internet. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous? Tu nous l'as dit en introduction, Sébastien, ce sont 13 démonstrateurs territoriaux, c'est 8 régions, c'est 30 millions d'euros d'aide mobilisés et c'est 70 environ acteurs publics, privés et académiques qui se retrouvent autour de ces projets. Mais derrière ces chiffres, concrètement, on a des collectivités qui échangent, qui documentent et qui déploient des solutions réplicables. Alors on y retrouve des cas d'usage très divers, très variés, l'éclairage public, la gestion de la ressource en eau, la prévention des risques, mais aussi le maintien à domicile d'un public fragile. Voilà, une pluralité de cas d'usage. Aujourd'hui, à date, l'ensemble de nos projets sont déployés. Les réseaux sont en place, les capteurs remontent les données et les hyperviseurs prennent forme. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est qu'un projet se déploie en 3 temps. La mise en place, le déploiement et enfin l'expérimentation. Donc depuis 2022, nous sommes aujourd'hui en pleine phase d'expérimentation et l'on peut constater les premières observations et en tirer les premières analyses. Alors je vais vous annoncer quelques chiffres d'économies réalisées, quelques gains environnementaux. Ces chiffres ne sont pas tout à fait encore consolidés pour les chiffres que je vais vous annoncer, donc à prendre aussi avec mesure, mais je vais me permettre de citer le projet Symphonie porté par le CIADEN, mais lors du dernier comité de suivi, il était fait état d'une économie de 40% d'électricité sur la commune de Lasbord. Oh, excusez-moi si j'écorche le nom de la ville. Bon, parfait. Pour le projet Celtic, qui est porté par l'agglomération de Lorient, ils ont un volet de déchets. Et pour vous donner un ordre d'idée, c'est 12% de kilomètres en moins par tonne de déchets récoltés. C'est 8% d'économie de carburant, par exemple. Voilà, je pourrais en citer d'autres, j'en cite que quelques-uns. Voilà, ce sont des premiers retours qui sont assez rassurants et qui nous permettent aujourd'hui d'avoir la motivation de continuer dans cette optique-là. Alors vous allez me dire,
ok, les objectifs c'est bien, mais quels sont finalement les bénéfices attendus pour un territoire qui veut se lancer sur un tel projet? Ben, je pense que c'est surtout mieux connaître vos territoires, mieux anticiper, pardon, mieux cibler vos investissements, c'est mieux décider. Voilà. C'est ce pourquoi travaille aujourd'hui l'ensemble de nos projets, notamment donc le projet Symphonie. Alors, avant de parler de quelques enseignements, je voudrais illustrer mon propos par un ensemble de cas d'usage. Alors attention, les projets que je vais citer n'ont pas qu'un seul cas d'usage, ils en ont plein, mais j'en ai choisi un pour chaque projet que je vais citer. Alors évidemment, je vais citer Symphonie, porté par le CIADEN, un des cas d'usage qui est aujourd'hui répliqué, qui est un bel exemple de réussite, c'est la prévention du risque incendie, dont l'exploitation a été reprise par le SDIS et déployée, si je ne m'abuse, dans le département des Pyrénées-Orientales. C'est le projet porté par le département de la Loire, Loire Connected, dont un des cas d'usage, c'est le maintien à domicile le plus longtemps possible du public fragile à l'aide de capteurs d'habitude de vie et de détection des signaux faibles. C'est le projet Celtic, porté par Lorient Agglomération, qui vise à comprendre et à analyser l'évolution du trait de côte, et qui vise aussi à comprendre et à mieux gérer sa ressource en eau. Alors je cite aussi le projet Lorient parce qu'il s'appuie sur des capteurs très innovants, dont vous avez la société Wateco, qui est parmi nous aujourd'hui. Et dans notre volonté de structurer des filières économiques, un très bon exemple, c'est que l'un des capteurs qui a été déployé dans le cadre du projet Celtic est déjà commercialisé. Voilà, donc on est très content de voir ces réussites au fil de l'eau. Enfin, je voulais vous citer un projet qui s'appelle Mission 90+, qui est porté par une société qui s'appelle Liquimicide, qui est portée aussi avec le syndicat des eaux du Brivadois. L'enjeu, c'est d'anticiper et de prioriser la rénovation du réseau d'eau potable et de détecter les fuites d'eau à l'aide de capteurs acoustiques. Alors, ce projet, c'est un projet DIAT, mais c'était aussi pour illustrer le propos, pour vous montrer que ce que pouvait faire aussi l'IA sur des réseaux déjà développés. Alors, parlons un petit peu des enseignements. Alors, ils sont nombreux les enseignements, tant mieux d'ailleurs, mais je vais en retenir que quelques-uns. Alors, tout d'abord, il faut prendre en considération que le lancement, ça prend du temps. Il y a un cadrage juridique et financier, il y a le temps de la commande publique, le temps de recruter de bons profils. C'est aussi des projets qui partent d'une expression de besoin, et je citerai encore le CIADEN avec la prévention du risque incendie. Mais la réussite d'un projet dépend aussi d'une bonne gouvernance, d'une bonne coordination, de l'anticipation des autorisations, de conventions d'occupation des sols. Mais c'est aussi et surtout, et j'en parlais tout à l'heure, c'est la mutualisation. La mutualisation, elle est indispensable, parce qu'une collectivité ne peut pas tout faire toute seule. Alors, j'en parlais tout à l'heure, le fameux événement REX, qui fait partie donc de notre mission d'animation. C'est un ensemble de cas d'usage, et une famille de 8 cas d'usage qui s'est agrandie aujourd'hui avec la qualité de l'air et la gestion bâtimentaire. Alors, l'objectif de REX, c'est de faciliter les échanges entre les collectivités de toute taille, échanger sur les retours d'expérience sur les projets TCD, donc au-delà de TID, hein, on n'a pas que nos projets lauréats, on étend ça à l'ensemble des collectivités qui portent des projets de territoire connecté, afin d'aborder les défis et les difficultés. Alors, ce que je retiendrai de cette dernière session, c'est qu'aujourd'hui, les collectivités, elles ne veulent plus seulement qu'expérimenter. Désormais, elles cherchent des solutions qui sont utiles, robustes et réplicables. Ce qu'elles souhaitent particulièrement, c'est gagner du temps, éviter certaines erreurs et capitaliser sur ce qui fonctionne déjà. Alors, en quelques mots de conclusion,
je dirais qu'aujourd'hui, les territoires connectés ne s'adressent plus qu'à certains pionniers, mais s'adressent à tous, à toutes les collectivités, de quelque taille qu'elles soient. Et ce qui semble aujourd'hui émerger, c'est qu'il n'y a plus qu'une seule solution unique, mais il y a des modèles qui sont reproductibles. On a la mutualisation des infrastructures, on a des plateformes de données partagées, et j'en passe. Je terminerai par une question qui, en fait, finalement, est le fil rouge de tous nos échanges, c'est comment passer d'un démonstrateur à un modèle durable, réplicable et finançable. Et une première partie de la réponse, c'est que faire commun, c'est l'un des enjeux majeurs pour répondre à cette question. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Julie. Faire commun et trouver un modèle entre guillemets industriel, hein, puisque cette filière des infrastructures de réseau numérique qui s'est organisée à l'occasion du déploiement du plan France Très Haut Débit avec des acteurs qui ont émergé à ce moment-là, notamment Altitude Infra Très Haut Débit. Et finalement, quelques années plus tard, le groupe Altitude donne naissance à Ubicité. On va finir avec vous deux, hein, Cédric et Guillaume, pour parler de cette articulation. Effectivement, la Caisse essaie de trouver les modèles, de les partager et derrière de structurer une filière, mais on sent bien que derrière, pour que ça fonctionne, c'est encore le partenariat public-privé qui va être à l'œuvre. Je rappelle que c'est quand même ce qui fait que le plan France Très Haut Débit est une réussite et qu'il nous est envié un peu partout en Europe. Il reste à capitaliser là-dessus, mais on a aussi un début de réponse dans ce que nous a dit Julie sur cette mutualisation entre le public et le privé. Cédric, c'est à toi. Merci, oui, on va faire commun entre le public, le privé, le très haut débit et le bas débit. C'est aussi quelques éléments dont je vais vous parler à l'instant. Alors, merci Président Blanquet, merci aux équipes du CIADEN de votre accueil, bien sûr. Merci à Manche Numérique d'avoir initié ce projet l'année dernière et de le continuer à le suivre aujourd'hui. Et merci Sébastien pour ton énergie, à ta vigueur à animer ces débats. Juste pour rappeler, pour tel décor, donc Altitude Infra, nous sommes ici sur notre territoire, parce que nous intervenons au travers du réseau Emeraude, le réseau THD Emeraude. C'est une DSP, délégation de service public en affermage, qui a démarré en 2017 et qui va se prolonger jusqu'en 2036. La Banque des territoires est partenaire financier du projet, merci. Et on parle donc aujourd'hui de 154 000 prises grand public commercialisable, comme je disais tout à l'heure, à peu près la moitié, un peu plus de la moitié est aujourd'hui commercialisée, c'est-à-dire des particuliers ou des entreprises, mais principalement des particuliers qui sont raccordés, qui ont leur box chez eux via cette connexion fibre. C'est bien, ça monte en puissance, c'est pas complètement satisfaisant, parce que 50%, ça reste à ce stade encore, donc on pousse et il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Et on travaille au-delà de ces infras un peu lourdes, lourdes au sens infrastructure, on travaille bien sûr avec Ubicité, entre autres, sur les projets aux nouveaux usages et données, évidemment. Le groupe Altitude en 2 mots, c'est un groupe intégré. L'entité Altitude Infra qui porte cette expertise télécom sur le réseau THD, Covage sur la partie plus orientée B2B professionnel, et puis Ubicité sur les sujets objets connectés, mais Guillaume y reviendra juste après moi. Et évidemment, ce lien Altitude Infra Ubicité est une évidence pour nous, et c'est dans ce cadre-là qu'on réfléchit, qu'on mûrit, qu'on travaille et qu'on propose des projets à nos clients, des grands publics en particulier. Alors la question, si on vient à notre sujet, la question qui me semble se poser aujourd'hui, à laquelle il faut qu'on arrive, ou du moins que les deux journaux vont nous évaluer pour y répondre, c'est ce lien entre très haut débit et bas débit. Finalement, c'est quoi? Ça s'oppose, ça se complète, c'est complémentaire, c'est deux choses complètement différentes qui vivent l'une avec l'autre. La réponse est un peu tout, mais c'est principalement complémentaire, je vais y revenir. On a mis énormément de moyens, et quand je dis on, c'est un collectif sur ces réseaux THD, ces réseaux socles qui sont là aujourd'hui, dont la construction est de manière générale quasiment terminée sur tout le territoire français. Et se pose maintenant cette question de ce deuxième niveau du bas débit, la remontée de la donnée, leur sécurisation, leur plateformisation. Et ces deux mondes-là, évidemment, sont intimement liés. On ne peut pas, en tout cas c'est notre conviction, on ne peut pas les penser séparément. Alors, l'image peut-être un peu bateau, mais on a construit les réseaux TGV, ils tournent, ils ne sont pas encore pleins, mais les taux de remplissage montent. Maintenant, il s'agit d'aller créer le réseau TR, le réseau davantage de proximité, le réseau avec une capillarité beaucoup plus fine
plus adapté à chaque territoire, des besoins différents. Une collectivité, un territoire a certains besoins, pas d'autres. On l'a vu avec la multiplicité des cas d'usage. Il ne s'agit pas de tout faire, mais de cibler, de choisir ses batailles. Et c'est là où le bas débit répond à moindre coût, en laissant là aussi chaque territoire choisir et orienter ses priorités. Alors le plan, on rappelle rapide, le plan très haut débit, c'était 22 milliards d'euros. C'est une très grosse somme. Elle était nécessaire, bien sûr. Elle a permis de mettre la France en tête de l'Europe sur l'équipement et ses infrastructures stratégiques. Chaque type d'infra, on a investi 5 milliards d'euros, donc on a pris notre part, 5 milliards sur ces plus de 20 milliards d'euros. Et sur les 29 délégations de services publics, on a aujourd'hui quasiment 5 millions, on équipe 5 millions de foyers commercialisables. C'est évidemment, ça nous a permis, on a participé, on a posé notre pierre pour contribuer à l'attractivité des territoires, lutter, en toute humilité bien sûr, mais lutter contre la désertification rurale. Sans très haut débit, vous n'attirez pas les entreprises, vous n'attirez pas de nouveaux habitants, vous ne développez pas les usages. On est tous convaincus de ça. Et l'enjeu maintenant, c'est de faire vivre ces réseaux. C'est aussi de les rendre résilients, de les rendre stables. Et donc, il y a une logique aussi de modèle économique autour de ces réseaux THD et de leur pérennité, puisqu'on se projette sur des infras qui, je l'espère, vont nous servir collectivement pour les 50, 70, 100 années à venir, je l'espère, avant qu'on trouve d'autres solutions. Alors, le monde aussi, depuis le lancement du plan France très haut débit, alors le monde a changé, on peut le dire comme ça, mais les équilibres géostratégiques, on le voit depuis quelques mois ou quelques années, vont changer. La chaleur d'aujourd'hui, ce dérèglement climatique, on commence à le sentir, on le sent de plus en plus de manière très prégnante. Les quelques tempêtes que notamment le territoire de l'Aide a pu connaître nous le rappellent. Et donc la gestion de ces ressources, de l'eau, des bâtiments, des déchets, de la prévention des risques, on l'a déjà évoqué largement, devient absolument essentiel, et l'outil numérique, le numérique, évidemment, est stratégique pour y répondre. Alors vous allez voir, le très haut débit et le bas débit. Le très haut débit, c'est la colonne vertébrale, le backbone, d'ailleurs, si on parle un peu télécom, et dont est équipée aujourd'hui la France. Le bas débit est évidemment complémentaire, permet de piloter beaucoup plus finement ces politiques publiques, de les garantir avec un rapport qualité-prix qui permet ce moindre coût et donc une accessibilité certainement plus grande à ces services. Ça permet aussi un usage massif, centralisé, c'est énormément de terminaison, une vraie notion de capillarité. Et ce modèle économique, évidemment, n'a rien à voir avec celui de la fibre. Installer une fibre pour un capteur, ce serait parfaitement stupide, et économiquement et technologiquement stupide, mais néanmoins apporter ces services via notamment les équipements et les nouvelles solutions de bas débit, c'est évidemment la solution. On parle d'une consommation électrique plus sobre, on parle d'impact environnemental plus faible, et ça répond évidemment à tous ces besoins. Alors je finirai là-dessus. Il ne s'agit pas de remettre en cause le déploiement de la fibre. J'ai pu entendre parfois, la fibre, maintenant c'est installé, est-ce qu'il faut aller chercher les derniers logements, est-ce qu'il faut aller chercher les dernières industries? Le sujet, évidemment, on est convaincu qu'il faut aller au bout de cette histoire. Sans très haut débit, il faut le rappeler quand même, l'arrêt du cuivre aurait mis un terme à toute communication, donc on se retrouve à l'âge de pierre s'il n'y avait pas eu ces investissements. Et donc cet outil, cette infrastructure qui, comme je le disais, va nous suivre dans les décennies à venir, est essentielle. D'ailleurs, aucune véritable technologie aujourd'hui ne permet de remplacer ou d'avoir le même niveau de qualité ou de sécurité que la fibre. On parle beaucoup de 5G, on parle beaucoup du satellite aujourd'hui. Alors je rappelle juste que le satellite, c'est pas complètement une solution encore mûre. Le principal acteur, il est étranger, il n'est même pas européen. Quelques initiatives, il y a Eutelsat, mais dont on se dit qu'elles seront mieux peut-être dans une dizaine d'années. Et donc la fibre, sur des sujets de performance, de souveraineté, de sobriété, reste la référence absolue. Et toute autre option, évidemment pas dans son utilité, mais viendra aussi dans une logique de complémentarité et non pas de substitution. Donc le modèle économique est important. On parle beaucoup de l'équilibre économique des RIP, puisque c'est un sujet qui nous concerne. C'est évidemment un sujet essentiel pour permettre cette pérennité et cette stabilité. Et ça, c'est absolument essentiel. Voilà, donc le lien entre le bas débit et le très haut débit, ce n'est pas un lien de concurrence, c'est évidemment un lien de complémentarité, et je pense que c'est ce vers quoi nos 48 heures à venir vont être orientés. Merci beaucoup Cédric, on t'applaudit.
vers cette transition naturelle, vers Guillaume, donc, qui dirige l'Ublicité, qui est voilà, l'unité du groupe Altitude. Tu vas nous rappeler quand est-ce qu'elle a été créée et puis quelle est sa vocation? Eh bien, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là. Merci, Président, pour l'accueil. Et merci, Manche Numérique, pour cette initiative de la BOC, qui est un rendez-vous, je trouve, qui nous permet de voir évoluer nos territoires. Je suis ravi de conclure cette table ronde sur l'avenir des territoires. On a entendu des interventions qui racontent un petit peu la même histoire. Ce sont des territoires qui évoluent et qui évoluent sacrément vite. On se rend compte, on parle d'expérimentation, mais il y a quand même de plus en plus de passages à l'échelle. On voit des nombres de cas d'usage qui sont en train d'exploser. Et cette évolution, elle amène une réalité. Cette réalité, c'est que les objets connectés tiennent leurs promesses. Les résultats sont mesurables. Les objets connectés sont présents. Tu évoquais tout à l'heure, Sébastien, si on avait parfois des demandes un peu étonnantes de certains maires. On en a tous les jours. On nous demande de s'occuper plus particulièrement de l'entretien des piscines, ou bien de comment on conserve mieux les documents dans les bibliothèques. On nous demande de monter des systèmes d'alarme qui soient très, très présents, mais qui remontent des alertes dans le Lorrain. On nous demande de piloter des salles des fêtes pour limiter le son et couper automatiquement l'électricité si au bout de X fois le son n'a pas été respecté. Donc on a une multitude de cas d'usage qui explosent et les maires, une fois qu'ils sont convaincus, vous avez raison Président, ils débordent d'imagination et on a la chance d'avoir en France, encore une fois, sur un réseau de partenaires souverains, et c'est extrêmement important, la capacité de faire des capteurs sur mesure. Donc on n'a plus de limite finalement des usages, on n'a plus de limite de fonctionnalité, seule l'imagination et la pertinence du cas d'usage remportent finalement cette promesse. Donc la valeur, elle réside plus que dans la collecte de l'information, puisqu'aujourd'hui on sait le faire, mais elle réside dans l'adoption. Dans l'adoption, dans l'interprétation de ces données, comment on les croise, comment on les transforme en décisions. Et on voit plusieurs départements qui commencent à travailler des centres ça s'appelle des CSD aujourd'hui, des centres de supervision départementaux, mais c'est aussi des centres de décision sur la donnée départementale. Comment on commence à créer des centres névralgiques de captation de la donnée. Cette donnée, elle peut être soit vidéo, effectivement, la vidéoprotection est un élément de la donnée de supervision du territoire. Elle va être IoT, bien évidemment, sur le réseau Lorrain. Elle va être aussi parfois sur la 5G privée. On voit certains territoires qui se lancent sur les expérimentations. Et on se rend compte que ces centres de supervision de données territoriales, finalement, sont le bassin parfait pour faire travailler les IA, pour aider à la prise de décision, comme vous l'évoquiez. Donc on a voilà, un engouement des départements qui est très fort actuellement. Ça fait 2 ans qu'Ublicité accompagne la BOC en tant que partenaire premium. On s'est engagé pour 5 ans, Sébastien, quand tu nous as proposé cette solution l'année dernière. Et cette présence dans la durée, elle nous offre un observatoire privilégié de cette évolution. Il y a 1 an, on parlait beaucoup des infrastructures, des réseaux, des premiers cas d'usage, des difficultés qu'on avait à déployer. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on parle de l'exploitation de cette connaissance, du travail de la donnée, comment cette donnée elle aide dans la décision au quotidien, comment elle sauve des situations. Et on a voilà, une explosion des cas d'usage. On faisait un retour sur le Club Data IA de l'Association des départements de France il y a 10 jours à Poitiers, où on avait mené conjointement une étude sur le grand cycle et le petit cycle de l'eau. Alors c'était très théorique, on a interviewé 100 départements, on a eu 80 réponses. On a fait le retour d'expérience de cette étude. Aujourd'hui, entre le grand cycle et le petit cycle de l'eau, on a plus de 17 cas d'usage. 17 cas d'usage qui sont implémentés, qui donnent de la donnée, qui donnent des résultats. Donc on parle beaucoup de la télérelève, certes, mais la télérelève, c'est un des cas. On a la sectorisation, on a la détection de fuite, vous l'évoquiez tout à l'heure, par onde sonore. On a les stations d'épuration, les pompes de relevage, on a la qualité de l'eau des bassins naturels, on a la supervision des crues, on a une multitude de cas d'usage. Et aujourd'hui, on évoquait tout à l'heure les arrêtés canicules. Les arrêtés canicules, aujourd'hui, on a la capacité de les faire se déclencher sur des données très locales et très rapides finalement, avec une analyse très précise du territoire.
et non plus avec parfois des données qui doivent être achetées ou qui doivent être travaillées de manière un peu plus éloignée. Donc les collectivités aujourd'hui, elles sont en mesure d'observer et de piloter leur territoire avec un niveau de précision jamais atteint, vraiment. Et ces infrastructures, elles évoquent l'eau, l'économie d'énergie, l'économie financière, et la grande équation de demain, quelle va-t-elle être? C'est faire plus avec moins. Faire plus avec moins, mais avec des enjeux de plus de précision et des engagements d'exigence toujours plus élevés. On voit aujourd'hui, la Corrèze a initié son centre de supervision départementale vidéo. C'est pas pour déployer le plus de caméras possible, c'est pas ça. C'est pour permettre à des dizaines et des dizaines de petites communes d'avoir accès à un niveau de service, à des engagements, à une qualité qu'ils n'auraient pas pu s'offrir eux-mêmes. Ça, c'est l'enjeu des territoires connectés. Dunkerque, qui expérimente la 5G privée, leur enjeu, c'est pour leur bien propre, mais c'est aussi pour proposer au tissu économique local un avantage concurrentiel fort et que la collectivité puisse être un atout pour le tissu économique local. Et donc les finalités de ces enjeux, c'est disposer d'informations plus utiles pour décider plus efficacement. Ce qui change aujourd'hui, la vidéoprotection, ça a 20 ans. Les réseaux d'entreprises, ils ont peut-être 20 ans également. Mais là, c'est le changement d'échelle. Aujourd'hui, le territoire a un vrai rôle à jouer dans cette démocratisation, cette capacité à mettre à disposition ces services à valeur ajoutée au plus grand nombre. Demain, les collectivités vont disposer d'un volume d'informations qu'aucun élu, qu'aucun DG, qu'aucun service ne pourra traiter seul. Donc l'IA, elle est nécessaire. C'est l'évolution naturelle de ce pétrole que vous évoquiez, Président. Le pétrole, c'est la donnée, et la donnée du territoire, elle est cruciale pour décrire l'avenir. L'IA, elle va permettre quoi? Pas de décider à votre place, mais d'identifier les situations qui méritent une attention. Et enfin, on va utiliser le talent de nos élus, de nos DG, de nos services, non pas à détecter l'information, mais à la consacrer plus de temps à la décision. Passer plus de temps à la décision qu'à la recherche, c'est revaloriser l'ensemble des collaborateurs des collectivités sur une proposition de valeur qui est beaucoup plus importante et beaucoup plus intéressante. On sous-estime encore, je pense, que cela va changer. La principale difficulté pendant très longtemps, c'était l'accès à l'information, à la donnée. Comment on recherchait une cause, comment on recherchait un délit ou autre dans des heures et des heures de vidéos. Aujourd'hui, on a la capacité à la capter beaucoup plus vite. Et notre enjeu, ça va être la compréhension et l'appropriation de ces données. Mais on est quand même à un tournant qui est absolument fabuleux. Et finalement, ça va assez vite. On peut estimer que les choses vont assez vite. Donc c'est sur ces sujets que nous travaillons depuis plusieurs mois chez Ubicité. On vous donne rendez-vous demain pour vous présenter UbiOne. On va vous dévoiler une innovation qui est conçue pour rapprocher la donnée des gens qui en ont besoin pour décider, pour les élus, pour les DG et pour les services. On veut rendre cette information accessible à ceux qui doivent agir plus vite, et on estime que c'est là que se jouera une partie des territoires connectés. C'est super de collecter, c'est un travail qu'il faut faire absolument, mais c'est comment ensuite on rend cette donnée percutante pour avoir des décisions qui sont poussées. Aujourd'hui, les infrastructures sont là, les réseaux sont là, les usages sont là. Il y a un nouvel espace qui s'ouvre, c'est celui de l'exploitation intelligente de ce patrimoine pour mieux comprendre, mieux décider et de ce fait mieux agir. Merci beaucoup. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup, merci de votre attention. J'espère que tous ensemble, ils vous ont donné à commencer à comprendre cet écosystème des objets connectés, ce que ça peut apporter à la vie quotidienne de vos territoires et de vos habitants.